Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude. Je tenais à vous présenter un livre qui a véritablement changé ma vie. Parce que oui, la littérature et les livres ont ce pouvoir et je trouve ça beau que ce soit un livre qui m'ait convaincue de prendre la meilleure décision de ma vie. Je vais vous présenter ce livre, mais d'une façon un peu plus personnelle que d'habitude, ce qui n'est pas un exercice évident pour moi. Le livre dont je vais vous parler, c'est Nostek d'Aymeric Caron. Bon, alors au vu du titre, vous vous en doutez, on va parler végétarisme, véganisme et surtout cause animale. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que, outre l'envie de vous parler de ce livre qui m'a profondément marquée, j'en parle parce que je veux que cette chaîne me ressemble. Et jusqu'à présent, j'ai parlé de féminisme. Si vous me suivez et que vous connaissez aussi la chaîne La Chronique du Vivant, sur laquelle je co-réalise des petits documentaires animaliers et des vidéos de vulgarisation naturaliste, vous savez que la cause environnementale est très importante pour moi aussi. Mais l'une des causes qui pour moi est primordiale et qui est étroitement liée aux deux autres, c'est la cause animale. Et à un moment donné, il va falloir que je parle de la cause animale. Parce que c'est une cause qui m'anime au quotidien et qui est très très importante pour moi. Je sais que quand on aborde ce sujet, et en particulier quand on remet en question la consommation des animaux, beaucoup de gens ont tendance à se crisper assez rapidement. Alors si c'est votre cas, je vous invite déjà à éloigner doucement vos mains de votre clavier. Et si c'est trop dur pour vous d'affronter ce sujet, bon, déjà posez-vous peut-être des questions, mais surtout allez voir autre chose. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon cheminement personnel et je vais être directe dès maintenant. Pour moi, ne pas consommer d'animaux est une évidence et je n'ai pas l'intention de débattre dans les commentaires à ce sujet. Pour moi, en 2025, avec l'état des connaissances actuelles que nous avons, c'est pas une question qu'on doit encore se poser. Donc, je vous le dis directement, s'il y a des commentaires agressifs à ce sujet, ils seront immédiatement supprimés. J'ai absolument aucunement l'intention de prendre mon temps pour y répondre. En fait, avec cette vidéo, j'aimerais surtout m'adresser aux personnes qui disent aimer les animaux. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de les aimer pour les défendre hein, et pour décider de ne plus les manger parce que au fond, c'est une question de justice, tout simplement. Mais je pense que nous sommes beaucoup à aimer les animaux. Nous sommes beaucoup à avoir la joie de partager notre vie avec des animaux. Et même pour ceux qui n'ont pas spécialement d'intérêt pour eux, je pense que beaucoup sont contre la souffrance animale. Et pourtant, nous sommes une minorité à ne plus les manger. Alors, c'est surtout à vous, qui les mangez toujours, que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui, parce que je pense que vous pourriez peut-être avoir la même curiosité et les mêmes questionnements que j'ai eu à l'époque. Avant qu'on entre vraiment dans le détail du livre, je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai découvert son existence et ce qui m'a poussée à le lire. Il y a une bonne dizaine d'années maintenant, le temps passe vite, on regardait souvent en famille l'émission On n'est pas couché sur France 2, peut-être que vous connaissez, parce que c'était l'une des rares émissions à l'époque qui permettait de balayer un peu toutes les sorties culturelles du moment, que ce soit du théâtre, de la musique, du cinéma, évidemment les sorties littéraires, et qui permettait aussi d'avoir de longues interviews d'artistes et de politiques. Et ça, c'était un aspect qui me plaisait beaucoup parce que on retrouvait pas vraiment ça ailleurs. Alors, beaucoup de chroniqueurs se sont succédés dans cette émission, et à un moment, il y a eu Aymeric Caron, dont je ne connaissais absolument pas le travail de journaliste, mais qui souvent dans l'émission ne ratait pas une occasion pour parler de cause animale. Et une fois, il avait eu cette phrase qui était un truc du style de toute façon, dans plusieurs dizaines d'années, plus personne ne mangera de viande. Alors, autant vous dire que moi, bien sûr, qui en mangeais toujours et qui adorais ça par ailleurs, ça m'avait interpellée. Il faut savoir que dans mon entourage, je ne connaissais pratiquement personne de végétarien. J'avais 2 amies au lycée qui se disaient végétariennes, mais elles n'étaient pas militantes. Et je ne me souviens pas qu'elles aient déjà eu en tout cas un vrai discours militant sur pourquoi il faut arrêter d'en manger. Elles vivaient leur végétarisme plutôt discrètement et surtout, elles mangeaient du poisson toutes les 2 en se disant végétariennes. Et pour moi, ça n'avait déjà aucun sens parce que bien que je mangeais de la viande, je comprenais l'idée de ne pas vouloir manger d'animaux, mais alors pourquoi, encore manger du poisson qui en est un aussi? Je ne comprenais pas. Surtout que pour le coup, quand on s'intéresse à leur sort, vu l'étendue du massacre qui a lieu dans les océans, ça serait presque le poisson qui serait logique d'arrêter de consommer tout de suite. Étant donné qu'en plus, la définition même du végétarisme, si vous prenez n'importe quel dictionnaire, c'est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Donc déjà, ça ne marche pas. Bref, je ne leur jette pas la pierre, mais tout ça pour dire que dans mon entourage, en tout cas, je n'avais personne qui s'intéressait véritablement à la cause animale.
et donc je n'étais pas du tout sensibilisée, hormis ma sensibilité naturelle qui sentait bien qu'il y avait quelque chose d'absolument illogique dans nos comportements à tous, mais qui restait profondément, très profondément en dormance. Bah oui, parce que pourquoi est-ce que je prenais soin de mes chats que j'adore, qu'il était impensable pour moi de consommer du chat, du chien, du cheval, quel horreur, ou du lapin, mais ça ne me posait pas de problème de consommer les autres. Je voyais bien que c'était pas logique, mais cette incohérence-là n'était pas assez forte, en tout cas, pour me faire remettre en question toutes mes habitudes. Donc, le discours d'Henri Caron m'intriguait. Et avec ma sœur, qui avait les mêmes questionnements que moi, on a décidé de se procurer son livre, Nos steaks, pour essayer de comprendre. Moi, quand il y a un discours qui m'intrigue et que je ne suis pas d'accord ou que ça m'agace, j'aime bien creuser. Je trouve que penser contre soi-même, c'est un moyen très utile de réfléchir. Alors, c'est pas le seul, mais ça permet quand même de faire évoluer son opinion ou en tout cas de l'étoffer avec de vrais arguments. Et grand bien nous en a pris. En fait, son livre part du postulat que l'humanité va cesser de consommer de la viande et explique pourquoi il le faut, en expliquant l'impact néfaste qu'a la consommation d'animaux. Il parle entre autres de l'impact sur notre santé, sur l'environnement et évidemment l'impact sur les animaux eux-mêmes. Je pense que c'est la première fois qu'un livre a eu autant d'impact sur ma vie. Bon, hormis Harry Potter, mais ça, c'est un autre registre. Parce que, en fait, je me suis vue changer en même temps que j'avançais dans ma lecture. C'était vraiment très impressionnant. En fait, en lisant, j'ai senti vraiment en moi, mais quand je dis sentir, c'était presque physique, hein, que ma dissonance cognitive et que toutes les choses qu'on nous inculque et dans lesquelles on baigne depuis notre enfance luttaient, mais vraiment luttaient, pour que mon avis et que mes actions ne changent surtout pas. La dissonance cognitive, si c'est un concept qui ne vous parle pas, pour simplifier, c'est cet état de tension mentale qu'on éprouve quand il y a un conflit entre nos pensées, nos valeurs et nos actions. Et face à cet inconfort qu'on va ressentir et à ces contradictions, on va essayer de développer tout un système de justification à nos comportements pour essayer de limiter ce sentiment d'inconfort. Alors au début, la partie sur la santé, je voyais bien que, bah oui, on est en meilleure santé quand on est végé et que la consommation de viande a un effet néfaste. Dans son dernier rapport, par exemple, l'OMS explique que la consommation excessive de viande rouge ou transformée accroît le risque de maladies non transmissibles comme le cancer ou encore des maladies cardiovasculaires, si on ne prend que cet exemple. Mais bon, en lisant ça, je me disais, bon, il suffit d'en consommer moins. Si on suit la fameuse phrase consommer avec modération, ça va. Ce que prône le flexitarisme, finalement, c'est-à-dire ne rien changer. C'est pour ça que ce concept est validé par le lobby de la viande. Après, il y a la partie sur l'environnement. Là, j'étais évidemment beaucoup plus sensible que sur la santé et les faits sont indéniables. Pour ne citer que ça, si on prend le rapport de la FAO de 2013, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que tous les transports réunis. Et si on ne prend que l'élevage bovin, qui est le plus polluant, il est responsable à 65% de la destruction de la forêt amazonienne. L'élevage, c'est vraiment une cause majeure de la déforestation et de la perte de la biodiversité. Mais pareil, ma dissonance cognitive luttait en trouvant des excuses et des solutions pour justifier d'en consommer quand même, avec notamment le fameux argument de « eh bien rabattons-nous sur la viande locale, consommons moins mais mieux, grâce aux petits éleveurs du coin ». Le fameux que apparemment tout le monde connaît, alors que pourtant en France, 8 animaux sur 10 sont issus d'élevage intensif. Alors bon, moi j'ai jamais été très bonne en maths, mais il me semble quand même qu'il y a un petit truc qui me colle pas. Et puis bon, au-delà du fait que ça ne colle pas, petit scoop quand même, ne pas consommer d'animaux reste moins polluant que de consommer des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Si vous mangez bio et local, mais que vous mangez de la viande, vous polluez quand même plus que quelqu'un qui ne le fait pas, mais qui ne mange pas d'animaux. C'est comme ça. En fait, plus j'avançais, plus j'étais totalement d'accord avec les propos du livre, et en même temps, sa force, c'est qu'il est d'une logique implacable, puisque tout est sourcé et chiffré. Ce sont des faits, et on ne peut pas être en désaccord avec des faits. On peut être en désaccord avec l'analyse qui en découle, mais le constat est là. Donc, face à des faits qui viennent montrer que notre pratique n'est pas la bonne, qu'est-ce qu'on fait si on est un être rationnel? On change. Sauf que la dissonance cognitive sur ce sujet-là est extrêmement puissante. Alors la mienne continuait de lutter vaillamment en me trouvant des excuses. Et puis est arrivée la dernière partie du livre qui définit ce qu'est l'antispécisme. Et là, ça a été le coup de grâce que j'attendais au fond de moi, je pense. L'antispécisme, qu'est-ce que c'est?
c'est un courant philosophique et moral qui considère que l'espèce auquel appartient l'animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont il va être traité et de comment on va le considérer d'un point de vue moral. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait le même degré de sensibilité et d'intelligence chez toutes les espèces. Chaque espèce est différente et a une manière d'appréhender le monde qui lui est propre, mais on sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'espèces animales qui sont douées de sensibilité, qui ressentent la douleur, qui ont une vie sociale et qui en tout cas ont tout un intérêt à vivre. L'antispécisme s'oppose donc au spécisme qui est le courant de pensée dominant dans nos sociétés et qui établit une hiérarchie entre les espèces. Et cette hiérarchie qui est arbitraire vient justifier une inégalité de traitement de celle-ci. C'est une discrimination en fait basée sur l'espèce, pour résumer. Donc, dans nos sociétés, les êtres humains sont considérés comme supérieurs aux animaux non humains, ce qui permet de justifier de les exploiter pour nos loisirs, pour nous vêtir et bien sûr de les tuer pour les manger. L'une des particularités du spécisme, c'est que cette hiérarchie est non seulement établie entre les humains et les animaux non humains, mais elle existe aussi entre les animaux non humains eux-mêmes, puisqu'on va considérer que certains animaux sont assez intéressants pour qu'ils nous tiennent compagnie, pour qu'on prenne soin d'eux, qu'on les emmène chez le véto, etc. Tandis que d'autres seront uniquement vus sous le prisme de l'exploitation. Fascinant, le spécisme est tellement pratique. Et en fait, quand on lit ça, quand on découvre l'antispécisme, eh bien oui, pourquoi continuer à consommer des animaux? En fait, à la fin de cette lecture, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune raison de continuer à le faire. La seule chose qui nous reste, c'est le plaisir gustatif de consommer des animaux. Sauf que vient la question finale, le boss final, j'ai envie de dire. Est-ce que mon plaisir gustatif personnel justifie de mettre fin à la vie d'un individu qui veut continuer à vivre tranquillement? Je pense que la réponse s'impose d'elle-même. Et la réponse est non, bien sûr. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a vraiment convaincue, c'est le point de vue moral. Et donc, ma sœur et moi, on a refermé ce livre et on a arrêté du jour au lendemain. J'ai regardé ce qu'il restait de viande dans mon petit frigo d'étudiante, je me souviens encore de ce que c'était. J'ai mangé ce qui restait et je crois que c'était la première fois que ça m'avait autant répugné de manger de la viande parce que cette fois, je savais ce que je faisais réellement. En fait, l'animal, je le voyais à nouveau et là, c'était plus possible après. Ça va faire 12 ans maintenant que j'ai pas mangé d'animaux et je pense que sincèrement, être végé, et maintenant végane parce qu'évidemment, j'ai continué de m'informer par la suite et après je me suis rendu compte que pour être cohérente, il fallait aussi arrêter de participer à l'exploitation animale dans son ensemble, évidemment, autant qu'on le peut. Je pense que c'est la chose dont je suis la plus fière dans ma vie. Et si je tenais à vous partager cette lecture et mon cheminement de pensée, c'est aussi parce que je pense que, comme beaucoup de véganes, j'aurais aimé l'être beaucoup plus tôt. J'aurais aimé ne plus participer à cette souffrance bien avant. Je sais qu'arrêter de consommer des animaux, c'est une décision qui doit venir de nous. Mais avec cette vidéo, je vous invite vraiment à vous questionner et surtout à essayer de lutter contre cette dissonance cognitive qui est extrêmement puissante. Je pense que vous conviendrez que prétendre aimer les animaux tout en les mangeant est un concept plus qu'audacieux. Donc si vous les aimez vraiment, informez-vous sur ce qu'ils vivent, relayez les informations et agissez. Cesser de les manger, c'est le minimum, mais c'est déjà quelque chose. C'est une prise de position qu'on prend au moins 3 fois par jour. Moi, je suis devenue végé du jour au lendemain, mais j'ai bien conscience que c'est pas aussi facile pour tout le monde et c'est pas grave. Lutter contre sa dissonance cognitive, c'est pas quelque chose de facile, c'est normal et Émeric Caron d'ailleurs l'explique très bien. C'est un passage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans le livre. Il explique comment le spécisme vient détruire le lien et l'empathie qu'on a avec les animaux, et ce, dès l'enfance. Il explique par exemple que quand on est petit, souvent on a des jouets, des doudous en forme d'animaux, on nous raconte des histoires dont les personnages sont des animaux. Souvent quand on est petit, on les considère un peu comme nos amis, mais pourtant, plus on grandit, plus on nous apprend à mettre de la distance avec les autres espèces, à nous anesthésier face à la souffrance qu'on leur inflige et surtout à voir comme normal et naturel le fait par exemple de les tuer pour s'en nourrir. On baigne en permanence dans une culture spéciste qui est là pour endormir notre sensibilité et notre rationalité sur ce sujet, et ça commence dès notre enfance. D'ailleurs, je repense souvent à ce passage du livre parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois que des enfants qui étaient curieux me demandent pourquoi je ne mangeais pas de viande, et souvent je répondais, pour essayer de faire le plus simple possible, que comme nous les animaux ont envie de vivre leur vie et que comme on peut vivre en bonne santé sans leur faire de mal, je ne les mange pas. Et à chaque fois, leur réponse c'était
je comprends et je pense que tu as raison. Et en fait, ça ne m'étonne pas, parce que les enfants ne sont pas encore totalement désensibilisés à ce sujet. Cette désensibilisation, elle se fait progressivement. Plus on grandit, plus on est exposé à cette culture de la viande et au spécisme, et plus la dissonance cognitive se renforce. Et je pense que c'est ce qui nous reste d'empathie en nous, qui crée cette dissonance, et c'est ce qui crée ce malaise ou cet agacement que certains ressentent quand face à eux, quelqu'un remet en cause la consommation des animaux. Et ce, même si c'est implicite. Et là, je pense que tous les végés qui regardent cette vidéo comprendront très bien de quoi je parle, mais souvent, c'est lors d'un repas que cette dissonance se montre le plus, évidemment, puisque c'est là où elle est la plus criante, et où il suffit qu'un végé mange son houmous tranquillou dans un coin pour que ça déclenche un débat plus ou moins virulent, parce que le simple fait de refuser de manger des animaux est perçu comme une attaque. Parce que, implicitement, ce refus montre qu'on est en désaccord moral. Donc ça irrite, quand bien même on n'a jamais abordé le sujet et qu'on mangeait notre sandwich au concombre en silence. Et en général, rien ne ressort de ce genre de discussion parce que le repas, c'est le moment où la dissonance cognitive chez les mangeurs d'animaux est la plus forte. Et donc souvent, c'est le moment où les tentatives de justification sont les plus farfelues. Du style, mais le lion mange la gazelle parce qu'apparemment nous sommes des carnivores comme les lions, ou alors les animaux vont nous envahir si on arrête de les manger, l'appel à la nature, le cri de la carotte et j'en passe. Et généralement on termine par de toute façon, c'est un choix personnel. Je voudrais quand même m'arrêter une seconde là-dessus quand même parce que je trouve que c'est assez parlant. Être capable de dire sans sourciller, de toute façon c'est un choix individuel, tout en étant en train de mastiquer le corps d'un autre individu, il faut quand même le tenter. Non, consommer des animaux, ce n'est pas un choix personnel. Ça implique de tuer un individu qui ne veut pas mourir. C'est pour ça que quand on voit le niveau d'argumentaire, je ne pense pas que le repas soit le moment pour aborder un tel sujet parce que c'est un sujet trop important et que les animaux méritent mieux que ça. Dans ce livre, Émeric Caron aborde beaucoup de thématiques passionnantes, comme par exemple l'attachement symbolique à la viande. Il explore les différences de traitement que l'on accorde à certains animaux. Il explique comment l'amour de la viande est en fait culturel. Hormis les passages très chiffrés, et c'est aussi ce que j'aime dans son travail de journaliste, c'est que tout est toujours très sourcé. Je trouve que dans l'élaboration de sa pensée, l'auteur a une écriture très claire et pleine d'humour parfois. C'est simple à comprendre et ça permet vraiment de se questionner profondément. C'est pas un essai qui est difficile à lire. Je crois qu'il existe en poche aussi, donc il est très accessible. Il y a évidemment beaucoup d'autres ouvrages pertinents sur ce sujet. Nostek date de 2013, donc certaines sources ne seront peut-être plus totalement à jour, même si je pense qu'il est toujours très pertinent. Je vous recommande aussi son autre livre, Antispéciste, qui est passionnant. Pour moi, l'important là-dedans, et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est justement la pensée antispéciste et animaliste. C'est-à-dire cette invitation à repenser notre place dans le monde et notre relation aux autres êtres vivants. Au-delà de cesser de manger des animaux, c'est vraiment ça le sujet important. Et ce qu'Émeric Caron propose dans ce livre, c'est d'étendre notre sphère de considération aux autres animaux, puisque nous, êtres humains, nous sommes aussi des animaux. Cette pensée demande aussi, et c'est peut-être pour ça que ça irrite beaucoup de monde, mais ça demande d'être plus humble en fait. Ne pas se penser supérieur, accepter d'être une espèce animale parmi d'autres. Et quand on s'intéresse de plus près aux autres animaux et à leurs capacités cognitives, ça paraît évident. Si je ne prends que quelques exemples, les requins n'ont pas 5 sens mais 6. Ils sont très sensibles au courant électrique. Certains serpents détectent les infrarouges, certains insectes perçoivent la lumière ultraviolette, les oiseaux utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter, et les baleines comme les chauves-souris et encore bien d'autres espèces sont capables de faire de l'écolocalisation. Personnellement, je n'ai pas ces super pouvoirs. J'aimerais beaucoup, vraiment, mais je ne les ai pas. Je ne sais pas faire ça. Je vous invite d'ailleurs à vous pencher sur l'Umwelt des animaux, c'est-à-dire la perception que chaque espèce a du monde qui l'entoure, mais à travers ses sens propres. C'est vraiment passionnant. Je pense que l'antispécisme invite à faire preuve de moins d'ego et d'un peu plus de respect, et il me semble que, vu le contexte de catastrophe écologique en cours, ça n'est clairement pas du luxe. J'aimerais aussi rapidement vous parler de ce qu'on ressent quand on décide de ne plus consommer d'animaux et d'être végane. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, de ce que ça crée chez nous, et je pense que ça pourrait être bien pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas véganes, de le savoir pour que vous puissiez vous mettre un peu à notre place et peut-être mieux comprendre certaines réactions. Au-delà du fait que c'est une fierté,
et que ça fait immensément du bien d'être cohérent avec soi-même et de ne plus ressentir cette dissonance et de savoir qu'on fait quelque chose de juste, il faut quand même pas sous-estimer le bien que ça fait quand même. Vous pourrez être aussi virulent que vous voulez avec quelqu'un de vegan, ça n'atteindra jamais le fait qu'il sait qu'il agit pour plus d'éthique et pour plus de justice. Ça, rien ne peut nous l'enlever. Mais quand on décide d'arrêter de manger des animaux et de les exploiter, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'ampleur de leur exploitation et on se prend en pleine face toute leur souffrance qui est incommensurable. J'insiste là-dessus parce que quand on ne s'intéresse pas à la cause animale et qu'on baigne dans le spécisme sans jamais le questionner, je pense qu'on ne se rend absolument pas compte de à quel point l'exploitation des animaux est absolument partout. Leur souffrance est partout. On les fait naître et on les exploite de leur naissance à leur mort et au-delà de leur mort. Ils ne sont rien. Ils sont réifiés, ce sont des produits. Et quand on arrête de les manger, ce qui se passe, c'est qu'on les voit à nouveau. On les voit à nouveau pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des individus complexes avec leurs spécificités et qui ont envie de vivre. On ne voit plus de la viande, on voit leur corps. On voit la façon dont on cherche à les dominer, que ce soit dans les cirques ou même l'équitation, vaste sujet, l'équitation. Ils sont utilisés pour tester toutes sortes de produits. On retrouve des morceaux de leur corps dans certains vêtements, dans nos cosmétiques, dans le dentifrice, même dans certaines colles. La liste est sans fin, et évidemment dans l'alimentation. Sauf que nous, on ne voit pas un plat consommable. On voit un animal mort, dont des membres de notre famille, des gens qu'on estime, qu'on aime, vont se délecter. Et nous, on reste là. Et on nous demande de ne surtout pas venir troubler la fête. Et quand on ne dit rien, il nous arrive quand même qu'on nous reproche notre choix quand on ne vient tout simplement pas se foutre de nous. Pour moi, je pense qu'au tout début, ce qui était vraiment étrange, c'était le ressenti quand je tombais sur une ancienne recette de cuisine. Le fait de lire comment il fallait cuisiner telle ou telle partie du corps de l'animal ou quelle sauce allait le mieux avec, j'ai eu véritablement froid dans le dos. Un peu comme ce que je peux ressentir quand dans un film d'horreur il est question de cannibalisme, c'est un peu ce même sentiment d'effroi. Je ne sais pas si certains végés se reconnaîtront, mais voilà. En fait, être végane, c'est pas si compliqué quand on s'est un peu penché sur la nutrition. Ce qui est compliqué, c'est de vivre dans un monde spéciste, dans lequel l'exploitation, la souffrance et la mort des animaux est omniprésente, normalisée, et où la grande majorité des gens ne s'en offusquent pas, ou se confondent en justification pour surtout ne pas changer leurs habitudes. Parce que oui, la majorité des gens ne sont pas à l'aise avec la souffrance animale, et heureusement. Si on demandait aux gens de tuer eux-mêmes les animaux qu'ils consomment, peu de gens le feraient réellement. Ce qui est difficile à vivre, c'est d'être entouré de gens, de proches, de la famille, des amis, des collègues, des gens qu'on estime, qui participent à cette exploitation, quand bien même ils sont outrés par la maltraitance animale. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est facile, quand on a conscience de la souffrance qu'éprouvent des milliards d'animaux tués chaque année, de ne pas être en colère et de garder son calme face à cette hypocrisie ambiante? Je dis bien l'hypocrisie parce que devoir entendre des éleveurs parler d'amour pour leurs animaux alors qu'ils les envoient à l'abattoir, devoir entendre des naturalistes, des photographes animaliers ou des figures écologistes qui essayent de sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité, dire, comme l'a fait encore François Sarano cette semaine sur France Inter, qu'il mange toujours du poisson mais avec un égard ajusté, mais qu'est-ce qu'il s'en fiche le poisson de tes foutus égards en fait? Ou encore devoir constater que des personnes de gauche qui disent s'ériger contre toutes les oppressions, le racisme, le sexisme, mais qui bizarrement ne se révoltent pas contre les oppressions atroces que subissent les animaux qui se font massacrer, c'est d'une hypocrisie sans nom. En fait, entendre n'importe qui dire qu'il aime les animaux tout en mangeant, sans sourciller, un sandwich au jambon, pardon, mais c'est difficilement supportable. Alors croyez-moi, restez calme, être patient, prendre le temps d'expliquer, de répondre aux questions. Quand on sait l'horreur que subissent les animaux, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc si un jour vous tombez sur un vegan un peu en colère, ne vous offusquez pas. Mettez-vous à sa place une minute. Mais surtout pensez aux animaux en fait. Parce que quand vous faites une blague ou que vous vous moquez d'une personne végane qui essaye en fait tout simplement d'avoir le courage de ses idées et de vivre en accord avec ses principes éthiques, ce n'est pas de lui dont vous vous moquez. C'est des milliards d'animaux qui se font massacrer chaque jour pour un simple plaisir gustatif. Parce que eux,
ils ne vont pas fonder d'associations pour lutter pour leurs droits, hein. Ils résistent comme ils peuvent. Dans les abattoirs, ils crient, ils reculent, certains parviennent à s'échapper. Mais ils ne vont pas manifester dans les rues avec des banderoles pour se faire entendre. Ceux qui peuvent le faire, pour eux, c'est nous. Mais pour ça, il faut d'abord s'informer, d'où cette vidéo qui vous y invite par ce livre et par d'autres références que je mettrai en description et dont je parlerai dans d'autres vidéos. Si vous en avez en tête, surtout partagez-les en commentaire, évidemment, ne vous privez pas. J'ai déjà eu l'occasion de le lui dire en personne, mais je le redis ici, vraiment merci à Émeric Caron pour ce livre. J'aurais aimé prendre conscience de ça encore bien plus tôt. Comme vous l'avez bien compris, je pense, je voulais faire cette vidéo parce que c'est l'un des sujets qui me tient le plus à cœur et que je suis persuadée que, comme moi, il y a plein de gens qui sont sensibles à la cause animale. Je trouve que cette cause et l'antispécisme ne sont pas du tout assez abordés, voire pratiquement jamais, quand il s'agit de vidéos qui concernent la littérature ou la culture plus généralement. Comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, j'ai envie que cette chaîne me ressemble. Comme vous l'avez déjà peut-être remarqué, quand j'analyse des œuvres, je prends toujours soin d'avoir un angle féministe quand ça me semble pertinent. Et quand j'analyse une œuvre, je ne peux évidemment pas m'empêcher de la lire ou de la voir aussi sous l'angle antispéciste. Et je pense qu'il y a parfois beaucoup de choses à dire. Ça me semble essentiel de parler des animaux et de la façon dont ils sont traités et représentés dans les œuvres culturelles parce que je trouve que c'est encore bien trop minoritaire quand c'est pas totalement inexistant en fait. En plus de ça, j'ai aussi très envie de vous faire des recommandations en lien avec ce sujet, que ce soit des essais, de la littérature de l'imaginaire, des livres plus légers, mais aussi des podcasts ou des films. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, des œuvres passionnantes et qui font en plus réfléchir, en plus d'être divertissantes. Bref, je voulais donc faire cette vidéo un peu plus personnelle avant, pour que vous puissiez en fait mieux comprendre mon point de vue. J'espère que c'était pas trop fouillis. J'ai l'impression d'avoir à peine effleuré le sujet tellement j'ai à dire. Mais cette vidéo, je pense, est déjà bien trop longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Je veux bien d'ailleurs savoir en commentaire si ce genre de vidéo un peu plus personnelle vous plaît ou non. Et ben nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique littéraire. Salut!